Pour qu'une négociation soit véritablement pertinente, pour qu'une négociation aboutisse à un accord d'entreprise qui aura un véritable contenu, qui va réellement permettre une amélioration de la situation des femmes dans l'entreprise, avec l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il est nécessaire de faire un état des lieux préalable. Il est nécessaire d'examiner quelle est la situation dans l'ensemble des domaines pour les femmes et pour les hommes dans l'entreprise. Nous pouvons faire une analogie avec le domaine médical. Il ne serait pas pertinent de prescrire une thérapie si un diagnostic préalable complet et sérieux n'a pas été réalisé. De manière assez paradoxale, on constate que souvent, des négociations ont lieu dans des entreprises sans que l'on connaisse véritablement quelle est la situation de départ. Nous avons un certain nombre d'outils qui peuvent nous aider ici, notamment les définitions de la discrimination directe et discrimination indirecte. Attirons l'attention sur la méthode de la discrimination indirecte. Quand y a-t-il discrimination indirecte? Il y a discrimination indirecte quand l'entreprise, c'est l'employeur, mais ça peut également être un accord d'entreprise ou une convention collective, quand l'employeur va mettre en œuvre une pratique ou bien une norme, une règle de droit. Cette pratique ou cette norme n'a pas d'apparence discriminatoire, elle apparaît neutre, mais cette norme ou cette pratique va avoir un effet plus défavorable sur les femmes que sur les hommes. À partir de ce moment-là, nous sommes dans une situation de présomption de discrimination indirecte et il appartiendra donc à l'employeur de justifier de cette règle de droit ou de cette pratique et de démontrer qu'il met en œuvre des moyens nécessaires pour atteindre l'objectif. Alors cette définition est quelque peu complexe. Un exemple. Regardons la situation des salariés à temps partiel. Le Code du travail prévoit des taux de majoration des heures complémentaires des salariés à temps partiel inférieurs au taux de majoration des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet. Si nous examinons le Code du travail, en ce qui concerne les dispositions supplétives, les heures complémentaires sont majorées de 10%, puis de 25%. Les heures supplémentaires sont majorées de 25%, puis de 50%. Or, le juge européen nous dit que cette différence de traitement a un effet de discrimination indirecte. Pourquoi? Parce que la majorité des salariés à temps partiel sont des femmes. Par conséquent, derrière cette règle neutre de différence de traitement entre temps partiel et temps complet, se cache une discrimination indirecte à l'encontre des femmes à temps partiel. Par conséquent, la négociation collective doit avoir pour objectif de supprimer les discriminations indirectes à l'encontre des femmes dans l'entreprise. Ces discriminations, qu'il n'y ait pas de malentendu, peuvent être complètement involontaires et l'employeur peut même ne pas savoir qu'il est en train de discriminer. Dans l'entreprise et au niveau de la branche vont avoir lieu un certain nombre de négociations collectives. Ces négociations vont porter sur l'égalité professionnelle, sur les classifications au niveau de la branche, peut-être sur le télétravail dans l'entreprise, et évidemment on peut multiplier les illustrations. Il est extrêmement important que ces négociations n'aient pas lieu en parallèle. C'est-à-dire qu'il est important que ces négociations fassent l'objet d'une jonction où on intègre la question de l'égalité professionnelle dans toutes les problématiques. Dans l'entreprise, il est nécessaire d'acquérir le réflexe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et donc à l'occasion de chaque négociation de se poser la question, mais finalement, ce que nous sommes en train de négocier, quelles conséquences cela peut-il avoir pour les femmes et pour les hommes dans l'entreprise? Et on va faire apparaître que les situations sont différentes, et donc il faut tenir compte de ces différences pour qu'elles ne deviennent pas des discriminations. Autrement dit, nous avons besoin à la fois de négociations spécifiques sur l'égalité professionnelle, au niveau de l'entreprise et au niveau de la branche, et nous avons besoin d'intégrer la question de l'égalité professionnelle dans toutes les négociations qui peuvent avoir lieu, dans les négociations obligatoires prévues par la loi, mais également dans d'autres négociations. Un exemple tout à fait stratégique, au niveau des branches, il est essentiel que les négociateurs des grilles de classification intègrent la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour cela, il est nécessaire que les négociateurs des organisations patronales et que les négociateurs des organisations syndicales de salariés soient formés sur la problématique
de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Si ce n'est pas le cas, nous risquons d'aboutir à des situations peu satisfaisantes où nous aurons, sur le papier, de très beaux accords d'égalité professionnelle entre femmes et hommes qui n'auront finalement aucune portée, notamment sur les questions des classifications. Alors que la question de la classification est tout à fait essentielle, stratégique, si on veut régler justement les questions d'inégalité entre femmes et hommes en matière de déroulement de carrière, en matière de reconnaissance de la valeur du travail et en matière de rémunération. Aujourd'hui, il semblerait que les acteurs des organisations patronales, les acteurs des organisations syndicales, les employeurs, n'aient pas encore pris pleinement conscience des enjeux en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des enjeux sur le plan humain, social, des enjeux sur le plan économique et des enjeux sur le plan sociétal. Un certain nombre d'éléments bloquent également sur le plan symbolique. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que quand on va travailler sur la question du travail de valeur égale, on va être amené à réévaluer la valeur du travail réalisé par des personnes. On va constater que certains emplois majoritairement occupés par des femmes ne sont pas reconnus à leur juste valeur. On va également, par ailleurs, constater qu'un certain nombre d'emplois, aujourd'hui majoritairement occupés par des hommes, pourraient davantage être occupés par des femmes. Autrement dit, la représentation symbolique des métiers va être perturbée. Et donc, il est nécessaire d'en prendre pleinement conscience pour travailler sur cette question afin que des personnes, dans des réflexes défensifs, qui peuvent être compréhensifs par ailleurs, ne bloquent pas un certain nombre d'évolutions. On ne peut pas affecter des femmes dans certains secteurs professionnels sans qu'il y ait un travail de préparation en amont, sans que l'on ait réexaminé la question de la valeur du travail. Travailler sur la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, fondamentalement, c'est regarder autrement le travail réalisé par les uns et par les autres et reconnaître à sa juste valeur le travail des uns et des autres. Ce chantier n'est pas nouveau, ce chantier a été ouvert dès 1919 lors de la création de l'Organisation internationale du travail. Parmi les 9 principes fondamentaux, quand on a créé cette OIT, figurait et figure toujours la question de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale.